Voilà, j'espère que vous avez bien profité de votre pause parce que ce qui s'annonce là, ça va être très très costaud aussi. Donc je suis Olivier Douville, j'ai le très grand plaisir d'être président modérateur de cette séance où nous entendrons successivement Monsieur Paul Shore, qui est historien, maître de conférences en civilisation américaine à Paris Diderot, l'ARCA UMR 8225, notez bien, et spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis, 19e, 20e siècle. Vous avez également écrit en 2009, c'est ça, aux presses universitaires de France, un ouvrage intitulé De l'émancipation à la ségrégation. C'est bien dans cet ordre. Viendra ensuite la conférence de M. Carlos Salamanca, dont vous avez le titre, hein, Terreur dans les Caraïbes. M. Carlos Salamanca est architecte et anthropologue à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est membre du Conseil national des recherches scientifiques et techniques, CONICET, en Argentine. Il est également chercheur associé à la Flasco et directeur... Hein Flaxo. Ah. Et directeur du programme Espace Politique Société UNR. Et on lui doit un livre dont je vais malheureusement massacrer le titre, Alecrim Cartografías para Territorios en Emergencia 2013, publié à Buenos Aires. Oui, si quelqu'un veut me donner des cours d'espagnol, je suis preneur. Donc, nous allons commencer par écouter M. Paul Shore. On vous a oublié. Non, ah oui, que m'ont oublié. Hein? Ah, mais je te dis. Mais parce qu'on fait une pause. On fait une pause ou pas? Non, est-ce qu'on fait une pause entre les deux premiers? C'est ce que j'avais cru comprendre. J'avais cru comprendre qu'on avait les deux premiers entre intervenants, une pause et ensuite toi. Mais alors, même, en plus c'est ma sœur, je ne vais pas l'oublier comme ça. Enfin, elle dit qu'elle est ma sœur, je ne vais pas la contredire. Elle est une traiteur, donc voilà. Psychanalyse, maître de conférence à l'UFR d'études psychanalytiques, de nombreux ouvrages, chapitres d'ouvrages, dont témoignage de survivance, sortir du génocide chez Payot. Voilà. Mais je proposais donc qu'on ait les deux entre... Comment vous voulez qu'on fabrique les deux, une petite discussion et Régine. Voilà. Donc, ça peut s'organiser là-haut. Allez-y. Bien, ben j'ai essayé de retarder le moment où j'allais devoir parler, mais en fait, j'ai pas réussi. Donc, je voudrais d'abord commencer par remercier les organisateurs et tout particulièrement Élise Pest de m'avoir invité à participer à cette journée, puisque si je travaille depuis un certain temps sur la ségrégation comme objet historique, et en particulier dans le contexte des États-Unis, en tant qu'historien, je suis plus souvent immergé dans ce passé problématique qu'en conversation avec d'autres disciplines. Et bon, souvent, je travaille avec des sociologues, des politistes, des géographes, mais c'est la première fois que je participe à un colloque organisé par des psychanalystes. Donc, j'ai une certaine appréhension, mais aussi, aussi une grande curiosité. Et donc, je suis d'autant plus content que, bien que mon laboratoire soit dans le même bâtiment que le vôtre, jusqu'à là, il y a une certaine ségrégation entre les disciplines. Et donc, je suis content qu'on puisse commencer à abattre cette barrière-là aussi. D'autant plus content que, même si ma présentation sera... très historique, en essayant de montrer quelques spécificités de l'expérience de la ségrégation aux États-Unis, qui est souvent prise comme référence, mais qui, à mon avis, a ses particularités. Il y a un certain nombre de questions dont je ne sais pas à quel point elles sont psychanalytiques ou pas, mais qui m'intéressent moi en tant qu'historien dans l'étude de la ségrégation, qui sont les usages politiques des fantasmes, de la peur pour exercer des formes de contrôle, les questions de la police des corps, mais aussi ce que j'essaierai de faire aujourd'hui, c'est de montrer comment en fait ces politiques qui jouent des émotions et des peurs sont au service de projets qui sont aussi des projets plus larges et en particulier des projets économiques. Et ce sur quoi j'essaierai d'insister, c'est de montrer que, en fait, la disqualification et l'humiliation des Noirs aux États-Unis, au XIXe siècle, dont je vais beaucoup parler, mais aussi dans la période actuelle, sont au service de projets économiques d'exploitation.
Et donc, une chose sur laquelle j'essaierai d'insister, c'est de montrer comment ces dispositifs ne visent pas directement, en tout cas au départ, tous les Noirs, mais qu'il y a une cible assez particulière de la ségrégation, et en particulier lorsqu'elle commence à se mettre en place la ségrégation légale aux États-Unis dans les années 1890, qui est la bourgeoisie noire ou la classe moyenne noire, on peut discuter de la façon dont on l'appelle, et au sein de cette population, une différence assez forte de traitement entre les hommes et les femmes. Et je montrerai en quoi, en fait, c'est en partie, les origines de la ségrégation sont en partie question des relations entre les femmes noires de la classe moyenne et la société blanche, et qui est assez spécifique. Alors, pour pouvoir évoquer ça dans les 20 minutes qui m'ont été généreusement accordées, je ne pourrais pas rentrer dans le détail de l'ensemble. Je voudrais juste, du coup, ouvrir quelques pistes et évoquer principalement 3 choses, et qui sont 3 moments historiques, qui sont d'abord la redistribution des personnes dans l'espace au moment de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'était en 1865, dans le sud des États-Unis. Et ensuite, la question de la mise en place de la ségrégation légale. Et là, je voudrais dire d'emblée une chose qui pour moi est très importante et qu'on ignore parfois, c'est que la ségrégation aux États-Unis ne suit pas l'abolition de l'esclavage, mais qu'il y a une génération entre les deux. Et pour moi, cette idée de génération est très importante parce que, en fait, je pense que ce qui se joue, c'est aussi des questions, pour le dire très vite, et je n'aurai pas le temps de développer, mais en fait, la mise en place de la ségrégation légale dans les années 1890, c'est le résultat d'un conflit entre des jeunes noirs et des jeunes blancs, c'est-à-dire des gens qui ont, on va dire, des deux côtés, entre 20 et 40 ans. Ce n'est pas la poursuite des relations entre les anciens propriétaires d'esclaves et leurs anciens esclaves. C'est vraiment quelque chose qui se joue entre des gens qui utilisent différemment la liberté. Et donc là, on est dans un autre contexte, mais qui évidemment est très lié à la question de la fin de l'esclavage. Et dernier point que j'essaierai d'aborder aussi brièvement, c'est les événements récents et en quoi, en fait, on peut expliquer la violence, en particulier la violence policière à l'égard d'une autre catégorie de la population noire aux États-Unis, qui sont là, les jeunes hommes noirs, qui sont principalement les victimes. En quoi, en fait, ça a des sources historiques qui sont assez profondes. D'une part, dans la culture de la violence policière, mais aussi, si j'ai le temps d'évoquer ça, dans la question de la ségrégation résidentielle et en particulier de la discrimination dans le marché immobilier. Alors, je voudrais commencer par évoquer assez rapidement des pratiques de ségrégation qui existent au moment de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis et que je voudrais distinguer des politiques publiques de ségrégation, puisque une des particularités des États-Unis, c'est qu'il a existé dans le sud des États-Unis des politiques légales de ségrégation raciale, ce qui est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas partout. Et il faut voir que cela suit des pratiques de ségrégation plus ou moins formalisées qui existaient dans le sud des États-Unis, qui existaient aussi dans d'autres parties des États-Unis, qu'on trouve dans d'autres pays, mais que la ségrégation légale pose d'autres questions. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je pense qu'il y a une différence qui est assez importante, qui est que, même si c'est une question complexe, une partie des pratiques de ségrégation qui existent au moment de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis s'expliquent aussi par des phénomènes d'autoségrégation, c'est-à-dire des phénomènes où les Noirs, en fait, physiquement, s'éloignent des Blancs. Et c'est tout d'abord ça une conséquence directe de la fin de l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une réorganisation de l'habitat. Et ce qui se passe, pour le dire très simplement, c'est que dans le système de l'esclavage, en particulier dans le cas des plantations, qui n'était pas l'unique cadre de l'esclavage, mais la grande plantation, elle est organisée avec des quartiers où habitent les Noirs qui sont à proximité de la maison des propriétaires, des maîtres, c'est-à-dire qu'ils vivent sous l'œil des maîtres. La première chose qui se passe avec l'abolition, c'est qu'en fait, les Noirs qui rêvent de devenir des propriétaires agricoles indépendants, qui n'y arrivent pas mais qui rêvent de ça,
se dispersent, c'est-à-dire qu'ils vont exploiter des fermes dont en fait les Blancs vont rester les propriétaires, mais qui vont être à quelques centaines de mètres, voire à quelques kilomètres, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sous l'œil de leurs anciens maîtres. Et c'est une chose très importante parce que c'est ce qui explique aussi la formation de communautés noires rurales avec leurs églises, avec leurs écoles, c'est-à-dire que vous trouvez des endroits où il n'y a que des Noirs. Et cette dispersion en fait des anciens esclaves, elle est aussi, dans des conditions assez contraintes, une forme d'autonomie. Et qui passe aussi par la constitution d'institutions. Et ce qui explique que pour moi, la ségrégation, il faut aussi la penser dans son cadre spatial et géographique, c'est-à-dire que pour aller vite, le vrai cadre de la ségrégation, le vrai endroit où ça se passe, c'est la ville, c'est pas la campagne. Sachant que la grande majorité des Noirs du sud des États-Unis sont ruraux. Mais c'est quand ils vont en ville ou quand ils habitent en ville qu'ils sont confrontés à des pratiques de ségrégation. Et là, un des ressorts de la ségrégation avant qu'elle ne devienne un système légal d'oppression et d'exploitation sont des logiques sociales de distinction de part et d'autre et qui sont assez intéressantes à observer. Alors, je vais vous citer un extrait d'une lettre qui a été publiée en 1865, qui est écrite par un républicain. Donc, il faut savoir, à l'époque, les républicains sont les gens qui sont pour l'abolition de l'esclavage et qui défendent les Noirs. C'est le même parti républicain qu'aujourd'hui, sauf que bon, ce n'est pas le même, mais le parti est le même, disons, on va dire les gens et les idées ne sont plus les mêmes, qui va dans le sud des États-Unis pour rédiger un rapport pour le président des États-Unis sur la situation, les relations entre Noirs et Blancs dans les semaines qui suivent l'abolition. Et il raconte une chose, alors je vais vous lire ce passage qui me paraît très important, qui parle d'un problème d'habillement et de mode vestimentaire qui concerne les femmes dans le Sud. Il est remarquable de voir à quel point l'ire féminine se nourrit de détails matériels triviaux. Dans un district de Caroline du Sud, les dames, et le texte anglais dit « ladies », s'étaient il y a quelque temps terriblement enflammées autour de la question du voile, et peut-être le sont-elles encore. Peut-être me demanderez-vous ce qu'est cette question du voile. Auparavant, dans l'ancien ordre des choses, ça veut dire à l'époque de l'esclavage, il n'était pas permis aux femmes noires, et là il est dit « Negro women », « women » pas « ladies », de porter des voilettes. Maintenant, avec le nouvel ordre des choses, un grand nombre portent des voilettes. Ceci est un outrage insoutenable. Les dames blanches, à nouveau ladies, du quartier sont unanimement indignées au plus haut point. Certaines d'entre elles déclarent que lorsqu'elles rencontrent une femme de couleur portant un voile, elles l'arracheront de leur visage. D'autres, conscientes des conséquences que pourrait provoquer un tel acte de violence, dans ce même nouvel ordre des choses, ont déclaré être résolues à ne jamais porter de voile elles-mêmes tant que des femmes de couleur portent des voiles. Telle est la question du voile en son état actuel. Donc là, vous voyez tous les éléments, le mépris, le dégoût physique, la colère, etc., qui s'expriment, et une volonté à la fois de distinction, c'est-à-dire de ne pas être associé par ses habits ou ses manières aux Noirs, mais aussi ça va se traduire par une volonté de créer une plus grande distance physique. Et ça prendra différentes formes, mais notamment l'enjeu principal, comme on peut le voir aussi avec cette question du voile, c'est un enjeu de statut, c'est-à-dire que les territoires contestés, ce sont les lieux qui étaient autrefois des lieux exclusifs, c'est-à-dire, pour le dire vite, les endroits chics. Et en fait, il n'y a pas vraiment de disputes et de conflits sur les endroits de sociabilité populaire. Il y a des conflits sur les endroits comme l'opéra, le restaurant, etc. Les endroits dans lesquels, en général, il faut payer pour rentrer, c'est-à-dire les endroits dont les pauvres sont exclus par leur absence de ressources économiques. Donc, de ce point de vue, la ségrégation, c'est une compétition, en fait, entre la classe moyenne noire et puis les élites blanches. Mais qui, évidemment, a des conséquences pour l'ensemble de la population. Et là, je n'aurai pas le temps de développer ça. Mais il y a des mécanismes qui font que même les gens qui ne sont pas concernés, y compris par exemple les blancs pauvres, sont impliqués, puisque les blancs pauvres, dans ce système de discrimination et de rabaissement des Noirs, et en particulier des Noirs riches et éduqués,
il bénéficie de ce que le sociologue noir américain Dubois a appelé les privilèges de la blancheur, wages of whiteness, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de récompense économique, et ils restent pauvres dans un système où en fait ils sont exploités par l'élite économique blanche, mais ce qu'ils ont sont des privilèges symboliques qui sont en fait très importants. C'est par exemple le fait qu'un blanc illettré et pauvre peut faire descendre un noir bien habillé et éduqué du trottoir pour lui céder le passage. Et ça, en fait, on peut dire d'une certaine manière, si on regarde ça d'un point de vue économique, ça a un prix. C'est-à-dire que ces blancs sont d'accord pour gagner moins d'argent, être exploités, si en échange ils ont ça. Et ça fait partie de, si vous voulez, de l'économie politique du sud des États-Unis dans ces années-là. Alors, je passe très rapidement à la question des origines de la ségrégation légale et pour vous rappeler, ou vous le dire si vous ne le savez pas, que ça commence par la question des trains et de la ségrégation dans les trains, ce qui donne lieu à l'arrêt de la Cour suprême de 1896, séparés mais égaux, mais qui suit un certain nombre de procès et de lois qui ont été adoptées au début des années 1890 dans les États du Sud. Et ce qui me paraît à moi extrêmement important et intéressant, même si c'est un aspect peut-être qui peut sembler de prime abord minime, c'est que le territoire qui est contesté, qui donne lieu à des procès et pour lesquels ensuite il y a des lois qui vont mettre en place la ségrégation légale et puis ensuite il y aura une généralisation à la suite de ces premières lois, ce sont les wagons qu'on pourrait dire de première classe des trains, mais qui s'appellent dans beaucoup de cas à l'époque dans le Sud, ladies' cars. Ce sont des wagons qui sont réservés aux femmes, qui sont plus chers aux femmes et aux hommes qui les accompagnent. Et sont des wagons qui, dans leur disposition, reproduisent ou d'une certaine manière évoquent l'intérieur bourgeois, c'est-à-dire c'est des wagons avec des fauteuils qui sont confortables. Et le problème, c'est que faire entrer des Noirs là, c'est d'une certaine manière comme faire rentrer des Noirs inconnus dans la sphère domestique. Et s'ajoute là-dessus une dimension à la fois genrée et sexuelle qui est très importante. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu de respectabilité pour les femmes noires qui ne veulent pas aller dans les autres wagons qui ne s'appellent pas wagons de deuxième classe, mais qui s'appellent smokers' cars, c'est-à-dire les wagons fumeurs, où on trouve des hommes des classes populaires qui fument, qui jurent, qui éventuellement tripotent les femmes, qui les insultent, qui leur manquent de respect. Et ce qui peut être pénible, mais éventuellement socialement acceptable pour les femmes noires pauvres, mais qui est intolérable pour ces femmes noires de la classe moyenne qui entendent être reconnues comme des ladies. Et c'est précisément ça qui leur est dénié quand on s'empare de leur corps et que les passagers blancs les chassent de ces wagons. Alors qu'elles ont payé, elles ont acheté un billet, ce qui explique qu'elles gagnent les procès. Et comme elles gagnent les procès, c'est pour ça que la loi est changée pour qu'elles ne puissent plus gagner les procès. Et ce qui est extrêmement intéressant, et je me suis dit que peut-être ça vous parlerait en tant que... Alors je dis ça avec une grande ignorance des concepts de la psychanalyse, mais que ça pourrait vous parler parce qu'en fait, ce qui se passe concrètement, c'est qu'on empêche des femmes noires de la classe moyenne de pouvoir voyager dans ces wagons où il y a aussi des femmes blanches du même statut social et des hommes à condition qu'ils accompagnent les femmes. On les empêche d'avoir accès à ces wagons en utilisant l'argument que si on tolère ça, les hommes noirs pourront rentrer dans ces wagons et violer les femmes blanches. Donc vous verrez, c'est assez pervers, c'est-à-dire c'est l'idée que pour protéger la pureté des femmes blanches, il faut empêcher non pas les hommes noirs, mais en fait les femmes noires de pouvoir voyager dans ces wagons. Et donc il y a une sorte d'un côté hypersexualisation des hommes noirs construits comme menaces sexuelles, ce qui est une chose de cette époque. C'est-à-dire c'est un stéréotype qu'on trouve peu à l'époque de l'esclavage, mais qui par contre se développe dans les années 1890, au moment où on veut enlever aux hommes, et pas aux femmes parce qu'elles ne l'ont pas, le droit de vote. Et il y a à la fois une sorte de dévirilisation politique, c'est-à-dire leur enlever le droit de vote qui est une qualité des hommes et non pas des femmes, et en même temps on les construit comme potentiels violeurs. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire c'est un stéréotype qui va continuer au XXe siècle, mais qu'on voit apparaître au moment justement où les hommes noirs essayent de faire valoir leurs droits en tant qu'hommes. Pas seulement en tant qu'être humain, mais en tant qu'homme, c'est-à-dire citoyen masculin. Et donc le fait que la ségrégation se joue dans cet espace avec des questions qui sont extrêmement spécifiques, c'est-à-dire en fait
la demande des femmes noires de la classe moyenne de pouvoir accéder à ce statut de respectabilité, c'est pour moi quelque chose qui est très important pour comprendre en fait ce qui se joue là-dedans, qui est en fait d'une part un enjeu économique, c'est-à-dire dénier aux Noirs la possibilité d'appartenir à la classe moyenne, et d'autre part aussi transformer leur corps en objet de politique publique et aussi de violence de la part des Blancs, et ne pas les reconnaître comme citoyens ou, dans le cas des femmes, comme des personnes ayant des droits. Alors, je peux pas développer plus, je voudrais juste très rapidement faire un lien avec certains des événements très récents où on voit que la question s'est déplacée beaucoup sur le problème du corps des hommes noirs qui se déplacent dans les villes. Les jeunes hommes noirs, vous savez tous que quand on regarde les statistiques, qui est en prison, qui est victime de la violence policière, c'est de façon très disproportionnée une catégorie de la population noire qui sont les jeunes hommes noirs. Il y a un lien entre ça et la construction de l'idée du corps masculin noir comme menace pour les femmes blanches, mais il y a aussi un lien avec la ségrégation résidentielle et la distribution des Noirs dans l'espace. Si on prend le cas de Ferguson, c'est un cas très intéressant qui est maintenant bien connu puisque suite aux événements, il y a eu un rapport du département fédéral de la justice et qui montre comment en fait les pratiques de la police sont des pratiques d'extorsion d'argent, de racket envers en particulier les hommes noirs sur la voie publique, qu'ils soient automobilistes ou piétons. Et ça, en fait, c'est écrit tel quel, hein, que c'est un racket organisé, décidé par le conseil municipal. Et quelque chose qui, en fait, s'explique dans le contexte du néolibéralisme actuel. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est assez simple. La ville de Ferguson accueille une des plus grandes entreprises des États-Unis. Pour faire venir cette entreprise, elle lui a accordé des exemptions fiscales quasi complètes, c'est-à-dire, en fait, une perte de budget assez importante pour la ville, pour pouvoir avoir le siège de cette société. Comment on fait pour récupérer l'argent ? On met en place une politique de racket, d'extorsion des hommes noirs, en leur infligeant des amendes, soit parce qu'ils n'ont pas mis leur clignotant, soit pour des sujets inventés. S'ils ne payent pas les amendes, ils vont en prison. S'ils vont en prison, ils perdent leur travail parce qu'ils sont en prison, ils ne peuvent pas se présenter à leur travail, donc ils rentrent dans une spirale de la pauvreté. Et en fait, il y a une politique qui vise à créer de la pauvreté dans ces segments de la population, tout en remplissant les coffres de la municipalité. Et donc là, on voit que en fait, la ségrégation, c'est à la fois une question d'humiliation des personnes, de déni de la dignité, mais c'est aussi une politique économique. Et c'est là que moi, je ferai le lien avec le 19e siècle. C'est vraiment l'idée d'empêcher les Noirs américains de s'enrichir. Parce que le problème, c'est que s'ils s'enrichissent, ils peuvent aussi avoir des prétentions à une certaine reconnaissance sociale, à un statut. Puis l'autre problème fondamental, c'est simplement que les gens qui ont les richesses ne veulent pas les partager. Et juste pour finir là-dessus et montrer comment pour moi ces questions spatiales et ces questions de dignité sont très liées, il y a, comme vous le savez sans doute, on a beaucoup parlé récemment de l'accroissement des inégalités de revenus et de patrimoine aux États-Unis. Pour les classes moyennes, aux États-Unis, comme dans beaucoup de sociétés, la principale source de consolidation du patrimoine, c'est l'accession à la propriété. Mais dans le cas des Noirs, ce qu'on voit, c'est des mécanismes qui font baisser la valeur des propriétés quand les Noirs y habitent. En particulier, c'est quelque chose qui est produit par les agents immobiliers parce que ce qu'ils font, c'est que quand les Noirs peuvent avoir accès à certains quartiers qui étaient autrefois réservés aux Blancs, les agents immobiliers vont dire aux propriétaires blancs « il faut vendre votre maison avant que les Noirs arrivent, mais vous devez avoir une décote de 10, 15, 20%. » Et ensuite, ils revendent cette maison plus chère aux Noirs en leur disant « maintenant, vous avez le privilège de pouvoir habiter dans ce quartier blanc. » Et donc, les Noirs perdent de l'argent, les Blancs en perdent un peu, et les agents immobiliers, eux, profitent de la ségrégation pour s'enrichir. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que les Noirs habitent ce quartier, alors qu'on voit une hausse constante aux États-Unis des prix de l'immobilier, ça ne se passe pas dans ces quartiers-là. Et ce qui fait que pour eux, l'accumulation de richesses qui, par exemple, leur permet de payer les coûts de plus en plus prohibitifs des études de leurs enfants,
qui garantit la reproduction du statut de classe moyenne, et ben pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Donc, voilà, j'ai essayé de montrer à grands traits ces choses, vous voyez, en faisant ce sort de grand écart entre des choses un peu structurelles comme le marché de l'immobilier et des questions comme des questions de dignité, d'humiliation, de respectabilité. Mais je pense qu'en fait, il faut essayer de relier toutes ces choses. Et voilà, je m'arrêterai là. C'est bien. Je vous remercie. Voilà, alors donc je passe immédiatement la parole à M. Salamanca. On aura une petite discussion, puis ensuite ce sera à toi. Voilà. Bon, je voudrais tout d'abord remercier à nouveau mes camarades de travail, Perla Selmanovic et Lise Pestre. Moi, ça fait quelques mois déjà qu'on travaille ensemble. Pour moi, ça a été très intéressant, ces défis interdisciplinaires. Et je suis très contente d'être ici. Le titre de ma présentation est changé puisqu'on continue toujours à réfléchir un peu sur ces questions. Alors, c'est espace État et espace d'exception, altérité, dispositif de pouvoir dans une zone de frontières dans les Caraïbes colombiens. Je vais lire, je m'excuse d'abord pour mon français, on va voir comment ça marche. À l'ère actuelle, les formes actuelles de la ségrégation sont en train de se transformer face au fait que l'état d'exception et l'exceptionnalité sont devenus des mécanismes de plus en plus fréquents de gouvernabilité. Dans cette présentation, je décris pourquoi les zones de frontières sont des espaces privilégiés pour enrichir quelques dimensions de l'exception et de l'exceptionnalité qui ont été proposées par le philosophe italien Giorgio Agamben. Les formes spécifiques des dispositifs de pouvoir des zones de frontières illustrent la nécessité d'intégrer à l'analyse d'autres formes de souveraineté, d'autres dispositifs de pouvoir et d'autres acteurs pour mieux cerner la complexité des pratiques de pouvoir contemporaines. Je tiens à souligner les liens qui existent entre les mécanismes de ségrégation et l'affirmation d'Agamben à propos du caractère létal de toute politique des identités. Pour commencer, je présente la discussion conceptuelle dans laquelle se situe mon travail. Ensuite, je développe mon problématique en me situant dans la péninsule de la Guajira, qui est juste au milieu, à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Je conclurai cette présentation en proposant quelques questions à propos de la place des individus et des sociétés confrontés à des vies traversées par l'exception et l'exceptionnalité. En reprenant Foucault, Agamben propose de choisir une logique de champ plutôt qu'une logique de la substance, afin de dépasser les dichotomies qui structurent la culture et sortir des décisions qui ont produit ces dichotomies et transformer ces dichotomies en bipolarité. Agamben place l'individu dans son champ qui est croisé par des tensions qui s'opposent entre une qui part vers la subjectivation et une autre qui va dans les directions contraires. Au travers de la figure de l'homo sacer, Agamben souhaite accéder à ce qu'il considère comme la structure constitutive de l'ordre juridique, le nœud problématique de la relation entre anomie et droit. Agamben propose aussi le paradigme de vie nue, nuda vita, non pas comme un donné naturel, mais en tant que production spécifique des relations de pouvoir. Cette proposition reprend l'idée de Foucault à propos des changements dans les dispositifs de pouvoir face à l'émergence de la population comme problème biopolitique et phénomène collectif qui se développe dans la durée. On est donc face à des champs d'intervention dans lesquels les dispositifs surgissent comme techniques de biopouvoir dans des événements tels que la naissance, la mort, la maladie, les anomalies et les milieux de relations des êtres humains et des existants. Agamben reconnaît les expériences historiques de totalitarisme dans l'Europe du XXe siècle comme les laboratoires dans lesquels les mécanismes et les dispositifs d'état d'exception en tant que paradigme de gouvernement ont été déployés et expérimentés. Incorporer l'expérience coloniale dans cette idée permet de mieux saisir l'origine et le fonctionnement des mécanismes des dispositifs d'exception et d'exceptionnalité tels qu'ils se présentent dans des zones de frontières.
quelques auteurs ont analysé la rencontre coloniale en tant qu'une dimension formative des paradigmes occidentaux repris par Agamben. Cette approximation propose 3 questionnements. Pour les sujets colonisés, la souveraineté coloniale a signifié un état d'exception qui, dans quelques cas, s'est présenté comme permanente. Il existe une continuité entre les espaces d'exception et les architectures du pouvoir colonial. Et au 3e, il est nécessaire d'intégrer à l'analyse ce qu'ils font et ce qui peut faire les sujets face à l'état d'exception. Aborder l'idée de l'exceptionnalité dans les zones de frontières exige donc un double questionnement autour des formes dans lesquelles les États latino-américains ont fait usage des paradigmes européens. D'une part, de l'état d'exception en tant que forme d'exercice de pouvoir dans le cadre de la souveraineté à la métropole en Europe, et de l'autre, du paradigme européen de l'exceptionnalité dans les contextes coloniaux en tant que forme d'exercice de pouvoir dans les zones de frontières. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 000 personnes qui se reconnaissent comme Wayuu, comme des indigènes Wayuu, et qui habitent dans un territoire de 25 km² dans la péninsule de la Guajira. Dans les 20 dernières années, les Wayuu et d'autres habitants de la région ont souffert de graves situations de violence lorsqu'ils ont été dans le même temps fait face à la fragmentation et l'exploitation de leur territoire par des entreprises transnationales minières. Simultanément, ils traversent une grave crise humanitaire à cause du manque d'accès à l'eau et à l'alimentation. À la Guajira, les États, les entreprises minières et d'autres acteurs tels que des bandes armées, des narcotrafiquants, parmi bien d'autres, déploient des mécanismes disciplinaires et biopolitiques aussi bien que des dispositifs d'usage, pouvoir et de domination sur les êtres humains et les milieux, et qui parfois sont articulés entre eux-mêmes. Dans cette zone de frontières, les droits et les pouvoirs des États, au pluriel, parce qu'on parle d'une zone de frontières, doivent être constamment rétablis car il existe de nombreux acteurs, légaux et illégaux, auxquels on a délégué ou bien qu'ils disputent ces droits et ces pouvoirs d'État. Les dispositifs de pouvoir se sont construits à partir de l'articulation des paradigmes de l'état d'exception et de l'exceptionnalité dans les métropoles et dans les colonies. Alors, face à ces faits, on peut se demander quelle est la signification des états et des espaces d'exception comme résultat des articulations qui sont contingentes et contradictoires. Quelles sont les conséquences de penser ces dimensions-là? Avant d'aborder ces questions, nous allons observer les processus de constitution de l'état d'exception et de l'exceptionnalité dans la Guajira, puisque ce processus est le résultat de l'articulation des dispositifs de pouvoir à plusieurs échelles. Je vais présenter d'abord quelques aspects à une échelle nationale et ensuite à l'échelle locale pour analyser après leur articulation. À partir de la fin du XIXe siècle, en Colombie, on a fait recours à l'état d'exception pour toutes sortes d'actions qui altéraient l'ordre public, et dans bien des régions, les états d'exception ont fini par devenir permanents. Des divers instruments légaux, d'une forme ou d'une autre, ont fait appel à l'état de siège, à la notion d'exceptionnalité et à la limitation des garanties constitutionnelles face aux situations de sécurité et de stabilité de la nation. Avec des différents niveaux d'intensité, ces instruments ont donné lieu à la participation des civils dans les conflits, la violence de la part des acteurs autres que l'État, qui agissent par des alliances fonctionnelles et circonstancielles, et troisième, l'incorporation de la violence par délégation. Bref, l'exceptionnalité a été un élément constitutif des relations entre violence et droit tout au long de l'histoire institutionnelle colombienne. Un cas emblématique qui illustre ce processus est celui des paramilitaires, dont je ferai quelques remarques. Dans les années 60, face à l'exceptionnalité produite par un État qui ne pouvait pas leur protéger des mouvements guerrilleros, je mets des guillemets parce que je fais appel au discours qu'on utilise là-dedans, des grands propriétaires terriens et de bétail, des commerçants entre autres, ont impulsé la constitution des groupes armés d'autodéfense qui, dans quelques années, sont passés à s'organiser comme des vraies armées. Face aux mouvements guerrilleros et à la situation d'exceptionnalité causée par son expansion, l'État a établi de nombreuses alliances avec les paramilitaires.
À partir de la moitié des années 90 et au moins jusqu'à sa démobilisation officielle en 2005, les paramilitaires se sont rapidement développés et au début des années 2000, ils se sont proposés la construction d'un nouveau contrat social, avec des guillemets, c'est le discours qu'ils utilisaient, en alliance avec des secteurs de l'armée, la classe politique et de larges secteurs de la société. Cette expansion, il faut le dire, s'est vue favorisée par la guerre contre la terreur, lancée, comme on sait, après le 11 septembre, qui a offert un ensemble de prémices, concepts, pratiques, légitimités au travers desquelles on été classifiés et traités les ennemis internes. Et là, on pouvait parler de guerrilleros, de paysans, de communautés indigènes qui présentaient leurs demandes. Et en troisième lieu, on brouillait les limites entre l'égalité et l'illégalité, l'État et les structures parallèles, les propos collectifs et les intérêts privés. Entre la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, il s'est établi dans plusieurs régions, comme la Guajira, un état non exceptionnel d'exception dans lequel la violence et l'impunité se sont instituées au même temps qu'ils se sont mis les bases pour la construction d'un nouveau ordre. Les zones de frontières sont dans une situation ambiguë par rapport aux dispositifs de pouvoir, la souveraineté et d'autres mécanismes de gouvernement. Alors je vais parler au niveau local de comment s'est développé à la Guajira. Dès la fin du XVIe siècle, les habitants de la Guajira ont intensément interagi dans des situations de frontières avec des autorités, des commerçants, des pirates et des colons. Cette interaction se produit principalement au travers de la contrebande et le commerce. La péninsule, comme vous pouvez le voir dans la carte, est placée dans les centres des circuits commerciaux du Caraïbe et dans une situation liminaire par rapport à la Colombie, qui c'est vers ce côté-là, et le Venezuela qui c'est de l'autre, plus à l'est. Outre que commerçants, les Wayuu étaient reconnus comme un peuple guerrier en raison de nombreux épisodes de confrontation qui se sont produits pour leur résistance au projet de colonisation. Tous les mécanismes de conquête et de colonisation des populations autres, parce que les Wayuu ne sont pas les seuls indigènes qui habitent dans la région, et se sont déployés autour des critères civilisatrices, raciaux, culturels et ethniques, comme on les connaît. Et néanmoins, dans la pratique, ces mécanismes ont dû s'adapter au territoire et au pouvoir de la population indigène. En faisant usage de sa localisation dans la frontière, les Wayuu ont développé un système économique et politique de relations. Celui-ci s'est développé au travers d'un complexe système de ports et de parcours pas très visibles dans un territoire qui, en termes géographiques, était perçu comme un désert, qui seuls les Wayuu pouvaient y pénétrer. Ce système les a permis un contrôle territorial effectif et une relative autonomie politique. Dans les années 60 du XXe siècle, à la Guajira se sont déployés finalement des réseaux de trafic, marijuana, d'essence, c'est aussi à cause de la production de pétrole au Venezuela, et armes et cocaïne aussi, dans lesquels, dans ces réseaux, quelques Wayuu se sont engagés. Ce n'est pas qu'ils sont restés à l'écart de ce type de trafic. Une fois présenté le processus de constitution historique au niveau national que je fais et au niveau local, regardons quelques-unes de ces articulations dans le contexte actuel. À la fin des années 90, pour les contrebandiers, les narcotrafiquants et les paramilitaires, les réseaux et le nœud du commerce Wayuu ont devenu un objet d'intérêt fondamental pour l'élargissement de leur propre réseau de trafic. La conquête de ces réseaux et ces nœuds a motivé une violence sans précédent dans la région. Là, je vous présente quelques cartes qui décrivent un peu la dimension de cette violence. La guerre contre la terreur et la guerre contre les terroristes, c'est comme on appelle comme ça les guerrilleros, normalement dans les discours, dérivés des versions locales de la guerre froide, se sont amalgamés en donnant lieu à de diverses articulations entre violence, racisme et culture. Par exemple, la violence, principalement celle des paramilitaires, s'est culturellement adaptée afin de toucher encore plus les Wayuu. Au travers des espaces, parce que ce sont des techniques, je ne vais pas m'arrêter là-dedans, mais il y a des techniques qui sont dirigées vers des espaces, vers les corps et vers les paroles dans ces pratiques de violence. La violence contre les Wayuu a compté avec le support, l'acceptation et l'autorisation tacite de l'État par épisode. Ce n'est pas une décision prise
Alors, les formes dans lesquelles se sont développées les violences évoquaient la suspension de l'ordre social et la production de vies nues, dans le sens où j'ai introduit à Agamben. À la Guajira, alors, nous sommes face à un ordre dans lequel le monopole de la force d'État a été brouillé dès le départ. Les principales activités économiques sont les exploitations minières, la contrebande et le trafic, et la violence a un rôle constitutif. En ayant ici abordé le processus de constitution de l'état d'exception et de l'exceptionnalité, à la Guajira, je reprends maintenant les questions que j'avais posées au début. Quelle est la signification de l'état d'exception tel qu'il se présente aujourd'hui? Quelles sont les conséquences des formes dans lesquelles l'exceptionnalité s'ancre dans un territoire de frontières? En 1984, la création de la mine de charbon à ciel ouvert plus grande du monde, El Cerrejón, a produit une transformation à une très large échelle en termes physiques, économiques, politiques et sociaux. Des entreprises transnationales d'exploitation minière, du gaz, du pétrole, du charbon. Et là, vous avez une carte de toutes les entreprises qui sont arrivées dans une dizaine d'années. Et d'autres acteurs tels que des ONG, des agences de conservation se sont installés dans la région. Chacune de ces entreprises construit des enclaves, des zones et des serres clôturées par des murs, des barbelés, des frontières visibles et invisibles, aussi bien que par des législations et des normatifs propres, quoique diverses dans ces échelles et ces configurations spatiales. Face à une telle géographie, nous sommes face à la coexistence d'États, des entreprises et des acteurs irréguliers qui établissent des états et des espaces d'exception, des exceptionnalités et des dispositifs d'usage, pouvoir et domination des habitants, des existences et des ressources. Il s'agit de territoires dans lesquels les annulations du statut juridique envers des individus et des groupes déterminés ne proviennent pas seulement des mesures légales ou administratives de la part de l'État. Ces annulations sont parfois des faits et sont promues tant par l'État que par d'autres acteurs. En tant que paradigme de gouvernement, l'état d'exception dans les centres s'amalgame avec l'exceptionnalité dans la périphérie. La réforme constitutionnelle en 1991 a officiellement marqué la reconnaissance des peuples indigènes en Colombie. À plus de 25 années, il est force de constater l'étroite articulation qui a marqué multiculturalisme, d'une part, la reconnaissance des différences, et le néolibéralisme. Cette articulation a donné lieu à une série de dispositifs politiques relationnels. Je ne peux pas m'arrêter ici dans leur description, mais ces dispositifs constituent des champs segmentés à l'intérieur desquels les Wayuu et ce qui est Wayuu, ce qu'on définit comme Wayuu, sont incorporés au fonctionnement de diverses formes d'expansion du capital. Des dispositifs dans lesquels on accorde un rôle fondamental à la culture indigène, comme les danses, les cérémonies, les vêtements, les langues. Les Wayuu ont été loin d'être victimes passives de cette configuration. En fait, le fonctionnement de ces dispositifs est construit sur leur participation. Néanmoins, face à l'inégalité structurelle qui caractérise ces relations, cette participation se produit d'une manière délimitée et restreinte aux logiques et l'ampleur de chacun de ces dispositifs. Bref, nous sommes face à un paysage multiculturel dans lequel les Wayuu, en tant que sujets, sont scindés de leur représentation, comme celle-ci, dans un procès de désubjectivation. En même temps que les sujets restent à l'écart, les représentations sont incorporées dans les récits du marché, de l'environnement, de la nation, de la consommation, au travers des figures telles que l'Indien pur et sa culture authentique. Après, je peux vous développer cette idée. Car au-delà des négociations, résistances et désaccommodations qui peuvent se développer, cette agence politique des dispositifs politiques relationnels a trois caractéristiques. Elle est segmentée, elle est restreinte, elle a un accent sur les représentations et elle s'inscrit dans un territoire dans lequel les possibilités de la vie en soi sont mises en question. Je vais aller très vite pour conclure. À partir de 2009 jusqu'à maintenant, il a exploité une crise humanitaire à la Guajira. Le pays s'est rendu compte qu'il y a
des morts par malnutrition et par le manque d'eau. En gros, on parle de 4 000 enfants morts et de 39 000 enfants en situation de malnutrition. Les réactions pour cela étaient un peu la société qui était émue, d'une part, dans les médias, d'autre part, il y avait le gouvernement qui est arrivé avec la Wahida pour développer des projets d'eau, d'alimentation. Mais dans toutes ces questions, il y avait deux questions. C'est que la société nationale devait aller au secours des Wajou et que les Wajou restaient un peu démunis et incapables de résoudre leurs propres conditions de vie. Les Wajou, par contre, ont proposé d'autres types de lectures. Et ces types de lectures ont lié la violence qu'ils ont vécue pendant les dernières années, l'exploitation minière qui traverse leur territoire et l'effet de l'inégalité sociale dans l'accès aux ressources naturelles qu'ils traversent maintenant. Donc c'est pour ça que en prenant un peu le titre qui était déjà proposé, je propose des lectures transversales de la violence, de l'économie et de la question liée à la vie. Parce que parfois, dans ces situations-là, ce qu'on trouve, c'est que cette vie nue dans laquelle qu'on produit dans les contextes de violence dialogue avec une morte nue, non? Puisque quand un enfant meurt sans nom, sans prénom, parce qu'il n'a pas un registre national, c'est comme si c'est seulement une vie physiologique qui meurt. Et alors, ils sont en train je voulais finir cette présentation en disant que les indigènes sont en train de faire des lectures transversales de cette violence pour sortir un peu de ces pièges identitaires dans lesquels ils sont aujourd'hui. Merci. Merci. Gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, bon, je pense que ces deux exposés, même si fort différents, posent maintenant la question de l'État. Et que ça, c'est important. Hein. Le rapport de l'identité à l'État et également nous instruisent sur comment des situations de terreur ou des situations d'avoir peur d'être contaminé par l'autre créent cette espèce de perversion dans l'inscription des citoyennetés. On peut prendre 2-3 questions rapides, suivies de réponses rapides sur ces deux interventions avant que Régine Weinreiter nous parle de son propos. Donc s'il y a des questions, allez-y. Où va cette table ? Question. Oui. Il y a une question. Merci bien. Merci. En fait, merci pour les exposés. Je voulais poser une question à M. Schor. En fait, votre exposé m'a... Bien sûr, il est d'actualité d'une certaine manière, puisqu'on voit bien cette instrumentalisation des femmes, du corps des femmes, dans les guerres internationales ou dans la ségrégation, dans la violence à l'égard des populations noires aux États-Unis. Alors, moi, je voulais vous poser une question plus d'actualité par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aussi ces derniers jours, à Minneapolis. La question des suprématistes, je ne sais pas comment on dit, les suprématistes blancs. Comment est-ce que vous voyez des inscriptions dans la durée de tout ça et qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Et par ailleurs, juste pour compléter par rapport à cette histoire de guerre, de manière de justifier avec le corps des femmes les guerres, ça m'a aussi rappelé les argumentations qui étaient données pour établir la prohibition, qui étaient du même ordre, la prohibition des drogues. C'était les hommes noirs, aux États-Unis, donc toute la manière dont ça a été élaboré, vous connaissez, j'imagine. Moi, ça m'avait frappé à l'époque. C'était les hommes noirs étaient susceptibles d'être violeurs des femmes
blanches, et c'est pour ça aussi qu'il fallait commencer une prohibition des drogues. Donc, tout ça est extrêmement dangereux. Oui, mais je vous remercie pour vos questions. En fait, sur la question des suprématistes blancs, c'est-à-dire les gens qui veulent, d'une certaine manière, imposer ou réimposer une suprématie des blancs, il y a évidemment une continuité historique, puisque en fait, ils se construisent des généalogies en partie fantasmées en fait avec le passé historique, et notamment ils utilisent cette idée que si en fait il n'y a pas une forme de combat, en fait il y aura une suprématie des Noirs sur les Blancs, et qui notamment se traduira par la capture du corps des femmes blanches par les hommes noirs. Et donc il y a une sorte d'idée qu'en fait il faut que eux commencent la guerre, sinon ce sont les autres qui la feront. Et c'est un ressort qui a été beaucoup utilisé dans l'histoire des États-Unis, qu'on voit par exemple dans le cas des lynchages, en fait, où il y a toutes ces invocations en fait, de tentatives de viol ou de viols réels ou inventés, et parfois des sujets futiles, mais où on voit en fait la mise à mort ou la relégation de certaines parties de la population au nom d'un risque qui en fait n'existe pas, mais qui a une grande force en fait dans l'imagination. Sur la drogue, enfin, il y a de multiples questions de la prohibition de la drogue, mais c'est vrai que c'est aussi une histoire qui est assez profondément liée à la question des relations raciales aux États-Unis. Et encore aujourd'hui, et je prendrai juste un exemple, mais qui en fait est assez intéressant en termes de politique publique, c'est qu'il y a une criminalisation très lourde aux États-Unis de pratiques de drogue qui sont associées aux consommations de la population noire. C'est-à-dire que, par exemple, vous irez beaucoup plus en prison si vous consommez du crack que si vous consommez de la cocaïne. Et les peines ne sont pas du tout les mêmes. Elles sont 10 fois plus lourdes pour le crack que pour la cocaïne. Et en fait, comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que les usagers, dans l'ensemble, ne sont pas les mêmes. Et c'est quelque chose qui est très difficile à changer parce que, par exemple, les activistes noirs qui disent il faut qu'il y ait la même échelle des peines parce que c'est un cas de discrimination raciale, ils se présentent publiquement dans le débat politique comme les défenseurs des drogués du ghetto. Et ça, c'est complètement perdant. Enfin, en termes électoraux, on ne peut pas faire pire que dire moi, je défends les Noirs qui fument du crack et qui vont en prison. Moi, je pense que ces gens ont des droits et qu'il faut les défendre, mais il faut voir aussi que dans le contexte de la politique aux États-Unis, c'est quelque chose qui est complètement perdant, quoi, de se placer de ce côté-là. Alors que par contre, si on invente des risques imaginaires et qu'on dit qu'on défend la sécurité physique des classes moyennes blanches, là, on sera élu et réélu. Bien. Donc, je vais te passer la parole. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, on enchaîne, oui. Il y a une question. Ah, il y en a une. Alors, voilà, rapide, bien sûr. Pour des oui, c'est pour Carlos Salamanca. Vous avez fini en disant que les Indiens étaient en train de faire une lecture transversale de ce rapport à la violence, et vous êtes parti de la question de l'exception, en montrant comment, en fait, l'état d'exceptionnalité avait brouillé le rapport au monopole de la violence d'État. Donc, je voudrais savoir ce que vous entendez par lecture transversale faite par les Indiens eux-mêmes. C'est ça qui... Je vous remercie la question, comme ça je peux développer un peu plus. Et, je parle de lecture transversale quand les Indiens commencent à faire des indigènes ou quelques membres leaders commencent à faire des lectures transversales eux-mêmes des causes de la faim et de la manque d'eau. Par exemple, ils lient l'exploitation minière dans leur territoire, la violence qui en était soufferte et ils tissent des alliances avec d'autres acteurs à la Guajira. Ils trouvent des points qui sont communs. Par exemple, l'exploitation minière est en train d'anéantir les rivières. Alors, ils trouvent des points en commun dans les territoires, dans les conditions de vie dans les territoires, pour faire une action politique qui n'est pas située dans ce petit espace de négociation entre des familles indigènes et les entreprises des familles indigènes et l'État, parce qu'ils sont quand même des négociations que je voulu montrer, sont très partielles, sont coupées. Il n'y a pas la possibilité de grosses alliances dans des termes collectifs de l'action, mais aussi dans des termes politiques des questions qui se posent.
Alors, quand ils reviennent sur le territoire, ils trouvent leurs semblables dans une situation similaire. Ils ont commencé à développer des discours qui sortent un peu du piège identitaire dans lequel ils se trouvent par rapport à l'expansion de l'économie dans leur territoire, en même temps qu'on respecte, on met en valeur leur culture. Donc il y a une grosse contradiction là-dedans, c'est que leur culture voyou, on la voit partout maintenant. Donc on l'évoque, les chants traditionnels, les savis, les langues, mais en même temps, ils sont en train de mourir à cause de la manque d'eau, de l'alimentation. Donc je pense que c'est en sortant de ces pièges qu'il sort de ces géographies, ces états d'exception. C'est un peu d'une certaine façon, il refuserait l'habillage folklorique de la vie nue. Oui, parce que en fait, bon, je ne veux pas tarder, Non, mais c'est important. Mais ça coexiste. Ça veut dire que c'est tout à fait paradoxal, mais ne l'est pas du tout à la fin. C'est que les entreprises et les États, avant, on combattait la différence avec des projets universels. On voulait un peu faire les sites des citoyens un peu pareil pour tout le monde. Et maintenant, il la produit. Et il utilise cette différence culturelle pour une projection encore plus forte dans les territoires, dans les économies. Donc, vous voyez les brochures, et j'ai fini avec ça. Tout le monde se déguise en wayuu. C'est du folklore, c'est ça. Bon, d'accord. Donc, c'est le Disneyland de l'anthropologie. Merci beaucoup. Alors, Régine, c'est à toi sur un thème. La désappartenance, allez, on va y aller. On va nommer les choses, il ne suffit pas anéantir le malheur du monde. Quand Oui. même. Ça doit s'entendre, un titre pareil. Ça doit s'entendre, mais c'est un titre qui a été donné, comme toujours, on donne les titres il y a bien longtemps, et voilà. Mais je vais parler de ça. D'abord, je voulais remercier Élise et puis dire le plaisir que j'ai à retrouver les collègues de la Flaxo, Perla, avec qui on avait échangé, c'est il y a 2 ans maintenant, et j'ai gardé un excellent souvenir de ce séjour et de ces échanges. Voilà, alors je vais essayer là de... Bien sûr, j'ai donné le titre avant tous les derniers événements qui ont affecté notre pays et qui me semblent, après tant d'autres semblables dans le monde, nous contraignent à penser plus que jamais. Mais on va revenir en arrière. À l'ouverture des camps, les termes manquaient pour désigner ce qui s'offrait à la vue des libérateurs médusés. Les soldats qui étaient habitués aux violences de guerre ne parvenaient pas à comprendre la signification de ce qu'ils avaient sous les yeux, ces masses de morts vivants, au regard fou, décharnés, en haillons, qui ne semblaient pas réagir aux annonces de libération lancées par haut-parleurs. Une médecin que j'avais interviewée, une internée d'Auschwitz, qui disait que les Anglais arrivaient « Good morning, people, you are free » et personne ne réagissait. Très vite, 2 thèses se sont opposées. La première, qui est aussi la première du point de vue chronologique, prônait la différence radicale du phénomène nazi et génocidaire et son exception par rapport au reste de la conduite du monde. C'était le mal absolu qui n'appartenait pas à l'humanité, le fait d'un petit nombre de criminels exceptionnels dans leur monstruosité. Ségrégation, donc là où on établit une ligne de partage entre les bourreaux, les autres, ils n'appartiennent pas à l'humanité. La seconde, qui s'est faite jour petit à petit, consiste à réintégrer le monstrueux dans l'homme et affirmer que ce qu'ils ont fait, nous l'aurions fait nous aussi, thèse qui culmine avec une très mauvaise interprétation de la banalité du mal d'Hannah Arendt et qu'on l'on a vu couronner de succès sous la forme du roman de Little, Les Bienveillantes, qui affirme « Nous sommes tous des bourreaux en puissance », champion d'un relativisme où tout se vaut et se dissout dans la même indifférenciation. Alors on va essayer quand même de penser un petit peu autrement. L'intérêt qu'on constate dans la société pour les bourreaux, qu'on appelle aussi auteurs ou perpetrators en anglais, nous semble emblématique d'une fascination pour ce qu'on appelle le mal, dans une tentative de ce qui est posé tantôt comme radicalement étranger à l'humain, tantôt en faisant partie. Cette séduction du bourreau, pour reprendre le titre d'un ouvrage excellent de Charlotte Lacoste, n'est pas nouvelle. Bon, on peut penser à Dostoïevski, son interrogation sur le mal, avec Crime et Châtiment et les frères Karamazov, qui est considéré comme une interrogation sur le monstrueux, le crime gratuit, le parricide, mais un monstrueux qui serait une composante intrinsèque de l'humain, avec ce qu'il comporte d'ambivalent. Raskolnikov n'est pas dépeint comme un monstre, mais comme un être profondément humain, à la fois criminel et taraudé par le remords.
mais aussi plus près de nous les grandes œuvres de Vassili Grossman ou de Varlam Shalamov, qui ont dépassé les frontières linguistiques pour s'imposer aux côtés de Robert Antelme, de Primo Levi, de Kertész et d'autres, comme la matrice littéraire du XXe siècle. Depuis les camps, donc, la question du mal et du crime apparaît posée différemment, mais si on y regarde bien, il s'agit seulement de l'exacerbation de questions qui ont occupé les esprits depuis toujours, et auxquelles des disciplines aussi différentes que l'histoire, la religion, la philo et la psychanalyse ont tenté de répondre, chacune avec ses instruments conceptuels. Alors pour ça, il nous faut sortir de l'opposition binaire humain-inhumain pour essayer de penser ces violences extrêmes, sans pour autant renoncer à penser ce qui sépare le bourreau de la victime et celui qui tue de celui qui ne tue pas ou qui est tué. C'est ici que le concept de désappartenance, moi, m'a été utile et c'est ce que je vous propose. Formellement, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un César moins connu, mais je l'emprunte à un philosophe, Philippe Bouchereau, qui en 1999 faisait paraître un long article intitulé « La désappartenance ». L'intérêt de ce texte consiste dans la tentative de penser l'idéologie génocidaire comme une catégorie qui dépasse l'opposition humain-inhumain. Pour Bouchereau, l'idéologie génocidaire excède l'horreur des systèmes totalitaires qui s'appuient, eux encore, sur un semblant de raison, voire la raison du paranoïaque. Ce qui est inhumain est encore humain, et la violence se situe encore par rapport à un ordre que nous pouvons appréhender intellectuellement, même si notre esprit résiste à le penser. Car le bourreau est encore humain, comme le proclame Robert Antelme dans L'espèce humaine, et les témoignages ne manquent pas sur ses bons pères, bons époux, bons amis, capables de perpétrer des crimes qui les désignent comme des monstres. Pourtant, dans certains cas, comme les génocides, ou comme dans les mouvements qui occupent actuellement la scène mondiale, il ne s'agit plus vraiment de penser en termes d'humain et non-humain, mais en termes de désappartenance. La désappartenance est multiple et se déploie sur plusieurs plans. Elle désigne un phénomène qui n'a plus de lien rationnel avec une quelconque logique du mal, même s'il s'en donne encore les apparences. Quand les nazis déportaient encore, alors qu'ils avaient déjà perdu la guerre, quand le pouvoir Hutu massacrait les Tutsis, alors que l'armée du FPR était aux portes de Kigali, ce n'était plus la logique de destruction qui l'emportait, une logique qui aurait voulu qu'ils fassent porter leurs efforts là où ils étaient en danger de perdre, mais une logique folle de pure déliaison. À ce sujet, un petit exemple particulièrement parlant. Un grand historien, un ami en plus, spécialiste du génocide arménien, Yves Ternon, pour ne pas le nommer, en voyage de tourisme dans le Grand Nord, arrive dans un petit village du nord de la Norvège et son regard est attiré par une stèle sur la place, où sont gravés des noms, tous de la même famille. Les parents et des enfants, la dernière âgée de 4 ans. À côté de chaque nom, on peut lire la mention « déporté à Auschwitz ». Comme lui alors, on se demande quelle logique a poussé des soldats allemands, en l'occurrence, à venir chercher si loin cette petite famille juive, visiblement assez isolée, pour la déporter à Auschwitz à grands frais, au mépris de toute logique d'efficacité. La haine du juif, pensera-t-on, on aura raison, mais est-ce que ça suffit à expliquer un tel phénomène et un tel acharnement ? Comme si l'objet juif devait disparaître de la surface de la terre et que la mission demeurait incomplète si cette famille du Grand Nord, ignorée de tous, échappait au massacre. Ici, seule semble s'imposer la causalité idéologique raciste et la réalisation de l'intention génocidaire au mépris de toute logique de domination et de victoire. Comme l'écrit Hannah Arendt, il nous faut faire abstraction de tous nos critères habituels pour saisir, je cite, le caractère foncièrement anti-utilitaire de la logique nazie, qui font des camps un but en soi, quand la gestion de ces usines d'extermination importait plus aux nazis que le fait de gagner la guerre. Un événement donc sans cause et dépourvu de raison, au sens où nous appelons raison tout ce qui se présente comme un effort de pensée et de rationalisation, même délirante, même paranoïaque. Entre la cause et l'événement, il y a ici un vide, une absence de sens contre lequel la pensée humaine vient sans cesse buter et qu'elle tente de combler par une recherche de causes possibles. Ici, la raison de la violence se mue en une violence sans raison, sans cause, privée de sens.
Ceux qui s'épuisent à lui en trouver, et il faut essayer de lui en trouver, ça c'est un autre volet que je ne développerai pas, causes historiques, psychosociales ou politiques, cherchent à tout prix à rattacher ce phénomène à de l'humain en le qualifiant même d'inhumain. Ça a pour but de rassurer, car l'esprit se refuse à penser la pure culture de mort, la déliaison absolue terrifiante, en ce qu'elle nous renvoie à l'inanité de nos catégories, pour ceux qui, hier nos semblables, nous paraissent aujourd'hui hors de portée dans leur choix auto- et hétéro-excluants. Et Paul-Laurent Assoun et Paul Shore ont rappelé l'auto-ségrégation aussi, l'auto-exclusion, évidemment pas dans des contextes aussi dramatiques, mais cette histoire d'apartheid, d'auto-apartheid est quelque chose qui donne à penser, et si on avait le temps, on pourrait le développer. La désappartenance, donc, touche à la fois les victimes qui la subissent et les acteurs qui la revendiquent. Les victimes, elles, sont exclues du pacte social qui fonde l'humanité et délivrent chacun de nous de notre condition d'être tuable. Issu du meurtre inaugural du père primitif, ce pacte garantit à chacun le secours potentiel d'un autre, le Nebenmensch, qui, en vertu de notre commune appartenance à l'humanité, sera appelé, le cas échéant, à répondre symboliquement à notre appel de détresse. L'attend, je cite Jean Améry, écrivain survivant d'Auschwitz, qui a écrit beaucoup de pages sur la torture, mais aussi sur l'exil. On mentionnait l'exil, et lire Jean Améry, c'est très très important, sur l'exil de la langue, l'exil de la terre natale, la condition d'exilé radical. On a parlé de l'exil comme une condition merveilleuse au XXe siècle. Elle n'a pas été merveilleuse pour tout le monde, et il y avait déjà des choses extrêmement difficiles et extrêmement excluantes. Et Améry a des pages très fortes là-dessus. Et à propos de cette absence du Nebenmensch, il écrit « L'attente d'une aide extérieure est un élément constituant du psychisme. Le premier coup reçu brise cette confiance dans le monde. L'espoir, la certitude de recevoir de l'aide font partie des expériences fondamentales de l'homme. » C'est donc de ce pacte dont se voit privé le sujet d'un groupe désigné par les génocidaires ou les bourreaux comme un homme tuable à nouveau. Ce sentiment de désappartenance ne cède pas après la persécution, et mon travail auprès des descendants et des victimes et de leurs descendants de génocide continue, et ça continue à hanter les victimes et leurs descendants pendant des décennies durant. Ceux qui choisissent de l'infliger à l'autre, cette violence, les auteurs donc, doivent aussi en passer par une désappartenance. Et c'est ce que je vais tenter de montrer dans la suite. Penser ce qui pousse un sujet à la désappartenance n'est pas comprendre, parce que comprendre, ça conduirait à expliquer, à excuser. Mais accepter de ne pas comprendre, tout en continuant à penser, c'est ça qu'il faut faire. Les expressions comme indicibles et impensables, qu'on entend trop souvent, sont des notions paresseuses, à mon avis, qui participent d'une jouissance toujours prête à s'offrir comme succès d'années de pensée. Refuser de faire comme si un sens était possible, c'est refuser de comprendre et donc de s'identifier. Donc là passe la nécessaire césure, ségrégation conservatrice. Mais refuser de penser, c'est renoncer à ce qui nous fait humains, refuser la douleur et la morsure qui nous fait humains, pour reprendre les termes de Primo Levi, qui a essayé de penser le camp sans relâche. Pour devenir ceux qu'ils sont et réaliser éventuellement leurs actes criminels, les auteurs, bourreaux, perpetrators, ce que vous voulez, doivent accomplir un travail de désidentification. Désidentification et désappartenance du groupe auquel ils appartiennent. Groupe restreint, famille tout d'abord, et là on reviendra sur le travail très important en ce moment qui est fait avec des familles de jeunes en train de, comme on dit maintenant, de se radicaliser, mais d'abord de désappartenir. Et groupe large, travail symbolique de désappartenance, travail concret de ségrégation, où ils établissent une ligne de partage nette entre eux et les autres. Quand chaque pas les éloigne un peu plus du groupe, chaque renonciation à ce qu'ils étaient avant, qui les conduit sur un chemin parfois sans retour. Je ne suis pas spécialiste de ce qu'on nomme aujourd'hui radicalisation, mais je peux dire que ce phénomène n'est pas nouveau, peut-être sous cette forme, et qu'on trouve dans l'histoire moderne des exemples significatifs et éclairants. Quand on étudie de près la façon dont certains Allemands ont pris une part active dans la mise en place et l'exécution du projet nazi,
on retrouve certaines constantes d'un fonctionnement psychique individuel et groupal. Plus spécifiquement d'ailleurs d'un rapport au groupe et à la filiation. Toute affiliation à un groupe ou une institution constitue un transfert de filiation et remet en question le roman familial, dans une tentative de nouvelle origination. Pour K.S., dans notre demande d'affiliation à un groupe, il y a ce qui, dans notre filiation, fait question. La capacité du sujet à se reconnaître comme ayant été engendré et comme capable d'engendrer est ici radicalement remise en cause. Les nazis, comme tous les zélateurs d'idéologies totalitaires à visée millénariste, se donnent pour but de se créer une nouvelle origine et une nouvelle filiation. Le groupe devient leur famille et l'idéologie leur idéal du moi, mais aussi leur surmoi, auquel ils délèguent leur narcissisme, renonçant à toute individualité, comme Freud l'a très bien montré dans le texte rappelé par Paul Laurent, Psychologie des foules. La désaffiliation est donc la condition de la nouvelle appartenance filiative. Pour devenir un membre du groupe tout-puissant, les sujets doivent se défaire de tout lien antérieur et renier tout attachement qui risquerait d'empêcher l'adhésion totale à la nouvelle idéologie. De quoi est faite la force d'attraction de tel mouvement? Comme l'écrit le sociologue Guillaume Erner, dans un journal qui n'est pas un journal scientifique, mais que j'aime beaucoup, qui est Charlie Hebdo, c'est un de ses articles qui s'appelle « Leur monde commence ou finit le nôtre ». C'est-à-dire que l'action de ces gens n'a pas d'autre but que la destruction totale d'un ordre mondial pour y substituer un nouvel ordre. On retrouve là un thème très ancien, celui des millénaristes qui appelaient de leur vœu la fin du monde et l'avènement d'un nouveau monde modelé d'après leur idéologie. Les nazis ne s'exprimaient pas autrement avec leur Troisième Reich millénaire qui exigeait le sacrifice de millions de vies et pour établir un empire débarrassé de ses scories, soit les races désignées comme inférieures et aussi les opposants de tous bords, fussent-ils ariens, ce qui imposait un tri entre les membres d'une même société pour isoler les éléments antagonistes qui refusaient l'adhésion totale à un esprit de corps, formation composite destinée à empêcher le travail de pensée et de subjectivation. On ne peut qu'être frappé par les analogies entre divers épisodes de l'histoire, bien que l'histoire ne repasse jamais les mêmes plats, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je ne prétends ici à aucune analyse exhaustive, je parle de ma position d'analyste, mais aussi de groupaliste et de thérapeute familial. Comme le rappelle K.S. dans son ouvrage magistral sur l'idéologie, celle-ci implique à la fois une charge mortifère et une jouissance par la maîtrise et la sûreté qu'elle dispense. Née du clivage, elle se présente pour ceux qui y adhèrent comme un objet idéal, coexistante et fondatrice du lien social, mais en même temps porteuse d'un potentiel de désintégration de ce même lien social. Il n'y a pas de groupe sans idéologie, et nous ne pouvons pas être en groupe sans être ou avoir été dans l'idéologie. Mais pour s'assurer un étayage groupal indispensable à notre narcissisme, il n'est pas question d'y rester. C'est donc une étape nécessaire, mais destinée à céder le pas à un mouvement d'ouverture qui, une fois le narcissisme groupal bien consolidé, doit permettre à chacun de s'ouvrir à la différence. Dans le cas contraire, celui des sectes, de certains mouvements politiques et des mouvements totalitaires dont il est question ici, le processus se fige et la position idéologique, par essence qui devait être transitionnelle et illusoire, devient un idéal clivant et ségrégatif. Fétichisée, l'idéologie cesse alors d'être un processus pour devenir une position antiprocessuelle. Dans ce cas de figure, la nouvelle appartenance se fonde sur la négation de toutes les appartenances antérieures, dont elle exige le sacrifice. Pour acquérir et jouir de cette nouvelle appartenance, le sujet doit se désappartenir et désinvestir massivement ses relations d'objet. Car la position idéologique implique un mouvement symbiotique, non différencié, agrégatif et interdicteur. Fonctionnant comme un surmoi cruel et tyrannique, l'idéologie requiert la ségrégation et la violence qu'elle ne tarde pas à ériger comme finalité ultime, quitte à en passer par le chaos, qui est d'ailleurs prôné par toute une série de mouvements comme une étape nécessaire à l'établissement d'un monde nouveau. On voit ici combien les fantasmes d'auto-engendrement et le refus de toute filiation humaine nécessairement incomplète et fragile
vient suturer le doute et éliminer le conflit inhérent à la condition de sujet. Et c'est tout à fait, on peut comprendre comment des adolescents peuvent être tout à fait attirés par ce genre d'idéologie, puisque là, on leur présente du prêt-à-penser solide et qui les rassure à cette période où ils sont en proie, évidemment, à l'incertitude de sujet. Donc, la haine de l'autre, c'est la haine de la pensée et de la différence, et la promesse de grandeur, j'accélère, et de salut, distillée par certaines idéologies, permet à des hommes, à ce moment-là, de passer outre l'interdit du meurtre, clivés de leur moi habituel et soumis au moi idéal du groupe. Il n'y a qu'à relire les ouvrages de Jean Hatzfeld sur le Rwanda, les témoignages recueillis auprès des meurtriers. Même si le sujet agit seul, et ça c'est important pour nous, le sentiment internalisé d'appartenance à un groupe lui tient lieu de moi et de surmoi. Et bon, je ne peux pas vous citer des pages de Hatzfeld, mais c'est très très intéressant de lire ça, je vous y invite. On voit l'idée du groupe, ou la présence du groupe, in presentia, accroît la ferveur de tuer en entretenant le sentiment de puissance et d'impunité dans cette croisade pour la pureté raciale. Et d'ailleurs, il est frappant de voir comment les témoignages des tueurs de masse dans divers contextes, divers pays, diverses périodes de l'histoire se ressemblent, à condition qu'ils parlent. Parce qu'il faut quand même être précis, ils parlent peu. Et ils parlent laconiquement. Mais quand on arrive à leur tirer une parole, c'est très intéressant de voir comment ça se ressemble. Et ça ne ressemble pas du tout, je le redirai, au texte et à la logorée de Max Hawey dans Little, les bienveillantes, qui est le prototype, soi-disant, du tueur nazi. Déjà, dans les témoignages de tueurs nazis, on trouvait la même recherche d'une jouissance illimitée et la même érotisation du meurtre, qui dépouille l'autre de sa qualité de sujet. Un regard qui ne voit pas, et si vous avez lu les derniers, et qui ne les voit pas, n'est-ce pas ce que décrivent toutes les victimes quand elles parlent du regard des bourreaux? Chez l'enfant, écrit Freud, la pulsion scopique est source de jouissance, mêlée à la cruauté. Dans la régression qui caractérise le meurtre, cette pulsion scopique se traduit par un regard vide, qui sélectionne les visions susceptibles de l'attiser, en scotomisant tout ce qui fait obstacle au meurtre, mais aussi par une jouissance du spectacle qu'offrent les meurtres de masse ou les tueries en série, comme celles qu'on vient de connaître. Un détail frappant, on a appris qu'un des terroristes est revenu sur les lieux du crime pendant encore que se déroulait l'opération de libération et de police. Ici, la confrontation visuelle, on peut imaginer, n'est plus évitée, mais recherchée comme source de jouissance, comme en témoignent les lettres écrites par des policiers nazis, reproduites par un sociologue, Harald Welzer, auteur de plusieurs ouvrages sur la psychologie du tueur nazi. Je ne peux pas vous lire des extraits, puisque j'ai 2 secondes et je vois que Olivier mesure l'heure, il a raison. Donc, on voit très bien, mais il nous montre très bien comment les troubles du début et l'hésitation à tuer font place à la jouissance. Une fois que le clivage est bien installé, il élimine l'angoisse des débuts et les tueurs paraissent agir dans un état de conscience modifié, avec des aides de substances, comme l'alcool ou récemment le Captagon. Clivés d'eux-mêmes, ces êtres sont désormais sous l'emprise d'un surmoi qu'Edna O'Shaughnessy nomme surmoi pathologique, plein de haine, dont le but, dit-elle, est de détruire les liens avec le self et entre le self et ses objets. Destructrice de toute vie psychique et de toute intériorité, l'idéologie de la désappartenance opère ici de façon mortifère et meurtrière, destructrice du lien complexe qui lie les humains entre eux. J'en suis là de ma réflexion, puis j'en suis là parce qu'il faut terminer, qui est une tentative pour moi de continuer à penser ce qu'on qualifie d'impensable, et je ne suis pas d'accord. Et évidemment, on pourrait parler de toutes ces réflexions autour de la famille, puisque c'est le premier groupe dont il s'agit de se délier, de désappartenir, et de ce que ça signifie pour les adolescents en voie de radicalisation. Comme disait Erikson, l'être humain a le choix entre l'intégration, c'est-à-dire l'élaboration par la pensée, et le désespoir. Une fois encore, malgré les défis sanglants que nous oppose l'histoire, je refuse de choisir le désespoir. Merci. Merci beaucoup Régine, tu as attiré notre attention
sur quelque chose de très particulier autour de la ségrégation, qui est le sujet qui se met en position d'exception, mais d'une exception qui n'est pas une solitude. Hein. Il m'a semblé, je vais être très bref bien sûr, que ce que tu dis sur la famille nous donne une clé, il y en a d'autres, qui est que la destruction du roman familial ouvre le mythe individuel du névrosé à la cruauté. Et qu'à ce moment-là, c'est tout le circuit, par exemple, de la balance, en quelque sorte, de l'identification des dettes, qui est réduite absolument à zéro. Alors, je crois que sur humain-inhumain, on raconte beaucoup de sottises, car les animaux ne se comportent pas comme ça, tout simplement. On se rend bien compte que ce qui est dur à traiter, parce que si on disait simplement la pulsion de mort, c'est la destruction, ce serait facile à comprendre. Tu nous incites à penser autrement la pulsion de mort. C'est difficile, mais c'est peut-être la conjonction entre ce qui y aurait d'indestructible dans le désir et d'indestructible dans la pulsion, que ces deux indestructibles se rejoindraient, comme ça, en une soif de jouissance qui abolit toute dette possible à ce qui nous est venu nous aider dans l'antécédence. C'est-à-dire qu'on est dans une scène extrêmement furieuse de l'abolition non pas de l'humain, mais de la dette qu'on a au premier signe d'humanité qu'on a reçu. Mais ce n'est pas de l'abolition de l'humain. Sinon, ce serait très facile. On est des saints et il y a des salauds. Voilà. Humain, une construction purement culturelle qui traverse l'intérieur du sujet. L'inhumain n'est pas à l'extérieur du sujet. Voilà, une question peut-être. Merci Olivier de ta remarque qui, moi, me donne encore à continuer à penser. Eh bien, écoute, le boulot continue quand même. Ils ne nous ont pas privés de penser. C'est un work in progress. I do hope so. Work, sure. In progress, we'll see. Trabajos, claro que sí. Il me semble que la manière dont vous utilisez le concept de désappartenance, qui peut être tout à fait riche, mais me paraît faire abstraction d'une situation qui est en fait une situation qui ne constitue pas une exception, mais plutôt une règle, qui est la situation postcoloniale. À quoi est-ce qu'on se sent appartenir quand on est supposé s'intégrer dans un système qui a massacré votre famille? Et donc, que signifie dans ce cas la désaffiliation qu'on attend de vous, qui est de faire abstraction de ce qui s'est passé dans votre propre passé, ou qu'on vous reproche de faire, c'est-à-dire de laisser ressurgir en vous-même ce passé de votre affiliation originelle. Je pense que c'est peut-être en pensant cette situation-là qu'on peut penser, en effet, un certain nombre de ce qu'on appelle radicalisation, puisque c'est dans ce contexte qu'elle se situe. C'est dans ce contexte aussi, bien sûr, qu'on peut penser une bonne partie aussi du mouvement noir américain. C'est dans ce contexte aussi qu'on peut penser une bonne partie des mouvements indiens par rapport à la situation de colonisation dans laquelle, bien sûr, qui est la réalité de leur passé et de ce fait de leur présent. Donc à quoi est-ce qu'on appartient? De quoi est-ce qu'on doit se désaffilier? Et est-ce que les désaffiliations qui vous sont demandées sont bien celles qui seraient susceptibles de vous apaiser? N'oublions tout de même pas que dans les candidats à la radicalisation, il y a des adolescents qui ne sont absolument pas marqués par l'histoire coloniale, que c'est une force d'impact qui touche la globalisation de certains modèles de l'adolescence. Écoutez, c'est très intéressant, vous avez sûrement raison, mais je ne peux pas... D'abord, je me suis située en dehors de ça, puisque j'ai fait... À ce moment-là, vous pouvez aussi demander, vous dites, quand on demande une désaffiliation, je ne sais pas si on la demande, on peut ressentir qu'on la demande, mais il y a des modèles qui essayent de penser comment on peut s'affilier sans se désaffilier. C'est les modèles totalitaires qui demandent une désaffiliation, une désappartenance pour une appartenance. Mais oui,
les exilés et les migrations, les exilés, vous dites les gens qui, quand on a massacré votre famille, et je veux dire, il y a des... après la Shoah, vous avez des gens qui ont continué à vivre dans une civilisation et dans l'Europe qui a massacré leur famille. Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils intègrent l'appartenance familiale, groupale, et comment est-ce qu'ils intègrent le milieu ou la société dans laquelle ils sont? Ça pose des questions multiples que j'ai volontairement pas traitées, mais je savais qu'on pourrait me dire. J'ai traité un angle des appartenances sur le plan, celui, moi, que je vois et que je vois comme thérapeute familial, avec des familles issues, par exemple, de 3e ou 4e génération d'Arméniens qui vivent ici, etc., avec des familles de Tutsis du Rwanda. Comment est-ce qu'ils font, qui vivent au Rwanda ou qui vivent en diaspora? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on ne tombe pas justement dans la désappartenance? Parce que pour moi, la désappartenance, c'est une situation extrême, et c'est une situation qui ouvre, comme tu l'as dit, qui ouvre à toutes les tentatives et toutes les tentations sectaires. Et ça, comme thérapeute familial, je le pense vraiment. Et je vois les familles qui n'offrent pas, qui ne peuvent pas offrir, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'individuer, mais ces familles qui sont ou trop enchevêtrées, ou au contraire complètement déliées, qui n'ont plus, eh bien, ça donne des phénomènes de désappartenance extrêmement préjudiciables pour le sujet. Ils sont pas tous, ils finissent pas tous dans des mouvements terroristes, mais il y a quelque chose d'une souffrance de la désappartenance qui, à mon avis, est à penser. Mais je me plaçais, j'ai essayé de faire une réflexion, j'aurais pu vous donner des exemples cliniques, mais c'était pas mon choix. Et je pense qu'il y a tout à fait à penser aussi ce que vous dites. Ça n'est pas exclusif, ça n'était pas une explication exhaustive, c'était vous parler d'un concept qui, moi, autour des idées de filiation et d'affiliation, m'a permis de penser un peu plus loin, je l'espère. Je crois que on se retrouve plus tard, c'est ça, hein, cet après-midi. Merci. Voilà, vous venez cet après-midi à 14h. Ce sera le soin à l'épreuve de la ségrégation. Voilà, donc bon appétit à tous. On se retrouve donc à 14h et cette fois-ci, on essaiera de bien tenir l'heure puisqu'on doit vraiment terminer, nous a-t-on dit, à 18h. Donc on démarrera bien à 14h. Bon appétit.